Je m'appelle Steve Ramsey. J'habite le nord de l'Angleterre. J'ai 50 ans. J'ai été un parieur compulsif. Je pouvais faire 300 à 400 paris par jour. Au pire moment, je perdais entre 17 et 23 000 euros chaque mois. J'ai volé de l'argent pendant longtemps. J'étais dans un tel pétrin, je ne savais pas comment arrêter ça. Mon cerveau me disait que le suicide était la solution, que ce serait la meilleure chose à faire pour tout le monde. Tu veux rentrer dans le game? Vivre vraiment le match? Yes! He shoots! He scores! C'est comme un mec lambda qui on va donner de sa première dose et qu'on va faire en sorte qu'il devienne accro pour en reprendre régulièrement. C'est un peu ça. Ils ont tellement d'argent, tellement de pouvoir, qu'on a parfois l'impression de se battre contre un ogre géant. Ils s'en prennent aux joueurs, les attirent dans leur filet pour les rendre accros. Partout en Europe, les sites de paris sportifs sévissent. Winamax, Unibet, Bet365, bwin ou encore Tipico. Look, I'm not going to sugarcoat it with you. You know, 99% of the customers who play on our sites will lose. So, you know, if you're playing more, you're probably losing more. La plupart de ces plateformes appartiennent à des multinationales puissantes dont l'influence s'exerce des clubs sportifs jusqu'aux hommes politiques. Ils échappent au contrôle de l'État. C'est ce qui a changé aujourd'hui. Plus j'entends parler de l'industrie, plus j'en suis dégoûté. Ce ne sont pas vos amis. Santé publique France tire la sonnette d'alarme. 340 000 personnes sont des accros sévères aux jeux et aux paris. Et ça, c'est une population qui a tout simplement été multipliée par 2 en 5 ans. C'est énorme. In England, 430,000 gamblers have a serious problem when it comes to betting. 55,000 of them are aged between 11 and 16. La Coupe du Monde, comme tous les grands championnats, est un rendez-vous majeur pour les plateformes de paris sportifs. Avec le football, elles réalisent les 2/3 de leur activité. Pour séduire les jeunes, elles ont leurs ambassadeurs, les influenceurs. Mon prono qui passe la tête de Giroud! Ouais! Let's go! Tom, viens on se parle franchement. La tête de Wam, c'est une dinguerie. Les places, je crois que dans tous les matchs qu'on a vus, et on en a vu des matchs, hein, on n'a jamais été aussi bien placés. Tom et Lucas sont des youtubeurs. Ils réalisent des vidéos sur le foot. Notre communauté, on l'appelle la T-Family. Ça représente plus de 280 000 personnes sur YouTube, plus de 80 000 sur Instagram et plus de 200 000 sur TikTok. Ça fait beaucoup et on en est fiers, franchement. Ouais, c'est cool. On est fiers. Les deux frères sont en contrat depuis 3 ans avec le site français Parions Sport. Alors ça, c'est notre maillot de l'année dernière. Donc celui-là, c'est nous qui avons choisi les couleurs et le design. Le logo, c'est nous qui l'avons fait. Et le flocage, donc Parions Sport, c'est notre partenaire. Donc on a vu comment on pouvait faire le flocage avec eux. Dans chacune de nos vidéos, on porte nos maillots. C'est vraiment notre identité visuelle très forte. Vous l'aimez bien, il est beau? Yo la famille, on espère que vous allez bien. Si vous avez kiffé, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, vous mettez un pouce bleu.
Je pense qu'on avait le profil qui recherchait des deux frères qui parient pour s'amuser en fait, et qui parient, que ce soit hors même paris sportif, qui parient juste pour s'amuser sur tout et n'importe quoi. Tom, prono pour le match. Pronostic pour le match, je pense que la France, tous mes pronostics, de toute façon, ils sont pas passés depuis qu'on a commencé les vlogs. 2-0. Ah, 2-0. On est... Ouais, mais... Moi, je vois un 2-1 pour la France. C'est ainsi qu'ils convertissent leurs fans au paris sportif. Et comme on dit chez nous, d'ici là, ça plus. Vous n'avez pas peur d'en parler à des gens vulnérables? C'est pour ça qu'on fait attention à nos messages et c'est pour ça qu'on le dit tout le temps sur toutes nos stories ou quoi que ce soit. Vous voulez le faire, faites-le, jouez responsablement. On fait de la prévention et c'est ça le plus important pour nous. Comme attendu, lors du Mondial 2022, les entreprises du jeu ont battu un record historique. 32 milliards d'euros ont été misés dans le monde, contre 20 milliards lors de la Coupe du Monde 2018. Les paris sportifs ont toujours existé. Mais auparavant, il fallait se rendre dans des bureaux de paris. Désormais, un simple stylo suffit aux parieurs pour jouer au tiercé. Ab 2,50 Mark kann gewettet werden. Auf Sieg oder Platz, kleiner Einlauf, großer Einlauf. Au début des années 2000, Internet révolutionne le secteur. Nous n'imaginions pas que cela exploserait autant et que tout le monde utiliserait son téléphone pour ses transactions commerciales. Aujourd'hui, on gère ses comptes bancaires par téléphone. On place ses paris par téléphone. Cela a coïncidé avec la hausse de la diffusion à la télé des matchs de football et aussi avec l'invention du smartphone. Dès que l'industrie s'est rendue compte que les gens pouvaient parier sur leur téléphone pendant les matchs, elle a compris l'opportunité de capter ce marché de masse. Au même moment, en 2003, une décision de l'Union européenne offre un boulevard aux opérateurs. Au nom du principe de libre-échange, la Commission impose la libéralisation des jeux d'argent sur Internet. Réticents au départ, les États membres autorisent petit à petit la création de sites de paris en ligne, jusque-là interdits. C'est ainsi qu'en 20 ans, ce marché en ligne est passé de 250 millions à 9,8 milliards d'euros. Il a été multiplié par 40. Pendant plus de 15 ans, l'Allemagne a refusé de libéraliser les paris sportifs sur Internet. Ce n'est qu'en 2021 qu'elle a fini par céder aux injonctions de l'Union européenne. Nous ne voulions pas ouvrir ce marché des paris en ligne, car seul un monopole d'État peut garantir une protection face à ce secteur. C'est ce que j'ai toujours défendu. Je m'appelle Ulrich Maurer. Je suis le ministre de l'Intérieur du Land de Brême depuis plus de 15 ans. Lors de mes voyages en Angleterre, j'avais constaté les dérives liées aux paris sportifs. Cela a été pour moi un signal d'alarme. Nous ne sommes qu'au début de ce phénomène. Les États qui ont libéralisé ce marché constatent aujourd'hui le désastre qu'ils ont créé. Contrairement à l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont été parmi les premiers pays à accueillir les plateformes de paris sportifs.
C'est une industrie qui se développe et se mondialise de plus en plus. C'est lié au fait que de nouvelles juridictions s'ouvrent en permanence, notamment dans les pays en développement ou les économies émergentes. C'est le cas de l'Amérique latine et de l'Afrique. Il y a aussi des centaines de milliards de personnes en Asie qui parient sur le sport. Mais actuellement, la plus grande opportunité se trouve aux États-Unis, où les paris ont été légalisés il y a peu de temps. Pour ce qui est des plus grosses compagnies, elles sont peu nombreuses. La plupart des gros opérateurs sont basés au Royaume-Uni. Ce sont des entreprises comme Entain, Flutter, William Hill et Bet365. Ces entreprises britanniques ont réussi à s'exporter et à racheter d'autres grandes compagnies. C'est comme une conquête, une armée d'invasion. Ces multinationales sont les 4 plus grands groupes de jeux au monde. Elles ont été créées par des gérants de boutiques de paris qui ont développé des applications de jeux. Cette industrie a beaucoup de pouvoir car les propriétaires des plus grandes entreprises sont très riches. Ce sont des personnes qui sont devenues milliardaires en l'espace de quelques années. Beaucoup d'entre eux financent des partis politiques, ce qui leur donne de l'influence. Good evening, welcome. My name is Carl Dowd. I am the CEO of the International Betting Activity Association. I have to thank the European Parliament Sport Group for allowing us to host our event here tonight, and for Mr. MP Frykowski for his support. Collectively, we represent some of the largest betting operators in the world, and I'm delighted to welcome you here tonight for our event on who is going to win the World Cup. If I would make any predictions of who is going to win the World Cup, I should probably bet on my country, Poland. Of course, I'm joking. The probability is 1%. Thank you very much, sir. À 5 jours du mondial, l'industrie du pari sportif s'est réunie au sein même du Parlement européen pour parler statistiques. À Bruxelles, elle dispose de relais politiques et de lobbyistes permanents qui tentent d'influer sur les législations de tous les pays d'Europe. Now, we've been doing these events since 2016 to examine sporting and political events from a betting perspective by using data from the betting industry as one of the tools to predict the outcome of an election or a sporting tournament. C'est un lobby efficace. Ils ont des liens avec beaucoup d'hommes politiques dont certains sont influents. Ils tiennent des réunions secrètes avec des députés et des ministres pour leur dire « Voilà ce que nous voulons que vous fassiez ». J'ai vu des textes rédigés par l'industrie et en les comparant avec des discours de députés, on se rend compte que ce sont les mêmes. And is an opportunity for the betting industry to explain to stakeholders and the wider community about how the betting industry operates and to raise awareness on the work that we undertake to make gambling safe and responsible. Derrière cette image policée se cachent des méthodes à la limite de la légalité. Alors que les paris sportifs sont interdits aux mineurs, les plateformes n'hésitent pas à cibler les adolescents. Résultat, la moitié des parieurs ont moins de 25 ans, et ce sont essentiellement des hommes. Nous sommes en train de complètement endoctriner les jeunes. Des études scientifiques ont montré que les enfants connaissent très bien les sociétés de paris sportifs. Ils reconnaissent leur logo, ils peuvent réciter une publicité, ils peuvent même parler des cotes. Bet365, the world's favorite online sports betting company. Mach dich zum Original. Typical.
Toutes les recherches montrent que les jeunes sont plus sujets à l'addiction, car le lobe frontal de leur cerveau n'est pas mature avant 26 ans. Donc ils n'ont pas les mêmes mécanismes de contrôle. Au Royaume-Uni, il y a environ 60 000 enfants âgés de 11 à 16 ans qui ont un problème de jeu. C'est indécent. S'il s'agissait d'enfants dépendants à l'héroïne, ce serait un tollé général. Or, c'est tout aussi grave, car ça a un impact sur le reste de leur vie. Ça détruit des vies. Cela ne fait que 10 à 15 ans que les jeux d'argent sont partout dans notre quotidien. Un enfant qui fête ses 18 ans aujourd'hui fait donc partie de la première génération à n'avoir rien connu d'autre. Nous ne savons pas encore quelles seront les conséquences de ces 10 années d'endoctrinement. Et pour ces matchs, regardez, on a des beaux maillots floqués avec nos noms et nos numéros derrière, mais aussi avec un vrai sponsor comme les vrais matchs. Donc c'est trop bien, au lieu d'aller dans d'autres sites, vous allez tout faire sur Winamax. Allez faire vos courses sur Winamax, allez vous détendre sur Winamax. On vise surtout les jeunes de quartiers populaires, de banlieue. Donc typiquement, la tranche 18-25 ans, dès que tu es majeur, tu peux venir chez nous. Aujourd'hui, je me retrouve ici sur le terrain de Betclic. Il y a un match entre Gradure et NASA. À chaque but, il y aura 100 € de free bet offert. À chaque petit point, il y aura 50 € de free bet offert. Et à chaque dinguerie, de gros défis ou de sombrero retourné, il y aura 1000 € de free bet à gagner. Internet et les réseaux sociaux en particulier sont une sorte de Far West. Sur les plateformes comme Twitter, Snapchat ou TikTok, il y a énormément de publicité. C'est la nouvelle façon de toucher les gens. C'est beaucoup plus efficace et moins cher la plupart du temps que de dépenser 50 000 € pour une publicité de 20 secondes à la télé. L'agence Smile gère la carrière d'une vingtaine de stars des réseaux sociaux, dont beaucoup sont issus des quartiers populaires. Ça va, Galop? Tu vas bien, tranquillou? Ça fait plaisir, ça fait longtemps? Parmi eux, Fares Salvatore. Cet humoriste a lui aussi été approché par des sites de paris sportifs. Ceux qui viennent me voir, c'est directement des personnes qui sont déjà très bien implantées en fait, dans le milieu, comme Winamax, Betclic. Ça veut dire que c'est comme si vous avez une grande référence qui vient vous voir. Pour toi, tu te dis « Waouh, c'est un truc de fou, genre ils me font confiance à moi. » Et je vais mettre le paquet, je vais faire quelque chose de propre. Et faut savoir que je l'ai fait une fois, mais après, j'ai plus jamais refait. Je peux parier, mais je sais pas sur quelle application. Salut l'ami! Wow! Winaflash! Qu'est-ce que tu fais là, mec? J'ai entendu tes paroles! Tu t'as interrogé. Moi, on m'avait proposé 5 000 € la pub. Nous sommes là. Winamax, Winaflash. 5 000 €, c'est la pub, entre guillemets. Mais quand un gros annonceur vient vous voir, c'est pas pour vous prendre une pub. Donc au mois, si vous en avez pris 4, 5, 6, ça peut représenter 30 000 € par mois. Donc c'est énorme. Il faut s'inscrire car c'est la dernière. Ligne droite. Je m'en vais, jeune aventurier, pour aller recruter d'autres membres. Mon audience, j'avais beaucoup de personnes entre 16 et 25 ans. Et c'est ces personnes-là qui vont être vraiment dans le jus, qui vont être ils vont vouloir poser de l'argent pour en gagner, qui se disent, bon, si j'ai gagné une fois 1 000 €, c'est sûr, si je fais 10 fois ce coup, je vais gagner 10 000 €. Donc en gros, c'est des personnes qui vont pas forcément prendre du recul sur la situation. Même les publicités sont tournées comme un moyen de s'en sortir. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect.
on va forcément essayer de toucher les personnes qui sont les plus vulnérables pour les embarquer dans ce genre d'engrenage. Dans la plupart des pays d'Europe, les entreprises de paris sportifs capitalisent sur les mêmes espoirs de richesse, les mêmes frustrations sociales. Le but de l'entreprise pour laquelle je travaillais était de faire le plus de chiffre d'affaires possible. Peu importe quelle population nous ciblions et si c'était bien ou mal. Mon nom est Keane Robinson. J'ai travaillé comme assistant marketing dans l'industrie du jeu d'argent. Nous avions accès à une énorme base de données. Nous utilisions les données des cartes de crédit pour cibler les personnes qui ont des dettes ou celles qui vivent dans des logements HLM. Nous savions que ces personnes se situaient dans la tranche des bas revenus et qu'elles avaient le profil de potentiels parieurs. Nous leur envoyons des offres pour les attirer sur les sites de jeux. Imaginons, je cible quelqu'un avec une pub qui propose 10 € de paris gratuits. Si la personne ignore la publicité, nous lui envoyons une offre plus importante. Le lendemain, ce sera 20 € gratuits, puis 30 €. Elle est bombardée de publicités de plus en plus alléchantes, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister. Certains résistent et ne s'inscrivent pas sur le site, mais beaucoup cèdent après la deuxième ou la troisième offre. C'était très efficace. Ces campagnes étaient extrêmement rentables. Nos campagnes incitaient chaque jour des centaines de personnes à parier. Beaucoup d'entre elles étaient des personnes qui avaient arrêté de jouer et qui, à cause de l'offre gratuite, revenaient sur notre site. C'était le côté sombre de ce que nous faisions. Dans la société pour laquelle je travaillais, on avait conscience qu'on ciblait des addicts, mais c'était quelque chose qu'on ne voulait pas regarder en face. Ils connaissent très bien le fonctionnement psychologique du cerveau. Ils savent comment les gens parient et comment s'en servir. Ils savent comment exploiter l'optimisme, l'espoir et le fait que la plupart des gens sont très mauvais pour calculer les probabilités. Et bien sûr, ils exercent ce pouvoir de manière très intelligente. Ce pouvoir de manipulation est la clé de la fabrique de l'addiction. Il permet aux bookmakers, comme sont surnommés les opérateurs, de créer chez leurs clients le besoin de jouer sans s'arrêter. Je parle pour que les gens sachent. Moi qui ai travaillé derrière plus de 5 ans, je sais comment ça marche à l'intérieur. Je sais très bien que le message qu'on véhicule à la télé, il est complètement inversé de ce qui se passe en réalité. On ment mais à tout le monde. Éthiquement parlant, il n'y a à peu près rien de bon dans tout ce qui touche aux pratiques des bookmakers. Tout ce qu'ils font comme geste vis-à-vis de leurs clients, c'est malsain. C'est quelque chose qui ne me va pas. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je m'appelle Sébastien Ging et j'ai travaillé pour le site de paris sportif Unibet. Unibet est une des marques leaders en Europe. Elle est détenue par le Suédois Kindred. Cette multinationale est le 5e plus grand groupe de jeux au monde. Le chiffre d'affaires, au départ, sur une journée, ça pouvait être quelques dizaines de milliers d'euros. À la fin, on parlait en millions. Il y avait une course à l'offre, en fait. Celui qui offre le plus de paris, le plus de sport possible. Quand je suis arrivé chez Unibet, par exemple, il n'y avait pas tout ce qui est ping-pong, badminton, ça n'existait pas. Pétanque. Et donc ça, après, c'est arrivé au fur et à mesure, en fait. Le but de la plateforme,
pousser le parieur à miser 24 heures sur 24. En foot, on peut parier sur à peu près tout ce qui est possible imaginable sur un joueur qui marque 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts, en première mi-temps, deuxième mi-temps, de la tête, du pied, sur coup franc, sur pénalty. Ça a complètement explosé, on est des fois à 200, 300 paris par match. Alors qu'il y a quelques années, il y en avait 1 ou 2 et puis ça s'arrêtait là, quoi. Après, on était directement en contact avec le service marketing qui, eux, se chargeaient d'envoyer les notifications push qu'on a tout le temps sur les téléphones pour dire, voilà, venez parier sur ce match, voici les cotes, il y a des trucs intéressants à faire, etc. On est quand même à un moment où, finalement, on est en train d'harceler un peu le parieur pour qu'il joue, quoi. On pousse vraiment à l'addiction au jeu, à la consommation à outrance. Je pense qu'il faut que ça se calme. Tous les sites de paris sportifs proposent des bonus à l'inscription qui vont de 50 à 200 €. En gros. L'idée, c'est d'utiliser ces bonus comme appât pour créer chez le consommateur un besoin de parier. Chaque opérateur a sa façon à lui de pousser certaines codes, de mettre en avant certains paris. Et donc ça s'appelle par exemple Super Code Boosté chez Unibet, Code Boosté chez Winamax, le Boost ou le Flash Boost chez Betclic. Ce sont des codes qui en général ont tendance à faire un peu plus gagner que les paris normaux. Et là on accroche le client, le parieur, et puis on le met dans dans un monde ou dans une bulle qui fait qu'il va revenir jouer régulièrement et continuer de jouer. C'est comme un mec lambda à qui on va donner sa première dose et puis on va faire en sorte qu'il devienne accro pour en reprendre régulièrement. C'est un peu ça. Ce premier pari gagnant, cette première dose d'adrénaline, tous les gros parieurs s'en souviennent. Il y avait un match à la télé et des publicités pour le pari en direct passaient en boucle. Une des personnes avec qui j'étais a dit « Il va y avoir un but ». Alors j'ai parié 10 €. Juste après, j'ai levé les yeux et au même moment, il y a eu un but. J'ai regardé mon téléphone et il y avait aussitôt écrit « Pari gagné ». C'était instantané. Ça m'a fait un bien fou. Ça a commencé comme ça. Très souvent, on les laisse gagner un peu au début. Après, ils n'échappent pas à la règle. On a peut-être gagné un peu d'argent, on le perd aussi vite. Donc on recrédite pour essayer de gagner de l'argent, sauf que ça marche toujours pas. Et voilà. Et puis au fur et à mesure, on perd des sous. On perd un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et puis sauf qu'à la fin de l'année, ça représente des sommes qui sont importantes. Au début, j'utilisais mon argent personnel. J'ai fini par dépenser toutes mes économies. J'ai donc arrêté de parier. À ce moment-là, l'opérateur m'a offert des paris gratuits. Des centaines d'euros de paris gratuits. Parce que j'avais arrêté de jouer pendant quelques jours. C'est ça qui m'a fait retomber dans le cercle vicieux. À chaque fois qu'ils pensent pouvoir s'échapper, on leur offre un pari pour les inciter à revenir. C'est comme donner de la drogue à un toxicomane en lui disant « C'est gratuit, tu peux t'en aller après l'avoir consommé. » Mais si vous souffrez de dépendance, vous ne pouvez pas vous en aller comme ça. C'est immoral. J'ai fini par avoir 6 cartes de crédit, tout à découvert. J'ai alors commencé à prendre des prêts. Trouver de l'argent pour rembourser mes dettes était un cycle sans fin. À un moment, je n'avais plus de solution, alors j'ai fait ma première opération au travail.
J'ai utilisé les coordonnées bancaires de mon entreprise et l'argent a servi à payer mes dettes. Comme je l'avais fait une fois et que je n'avais pas été pris, au bout de 8 mois, j'ai refait une autre opération. Et ça a continué comme ça pendant 3-4 ans. Au total, j'ai détourné plus de 200 000 euros. J'ai fait environ 60 opérations en 4 ans. C'est horrible, mais je l'ai fait. Parce que je ne pouvais pas m'arrêter. J'encourais une peine de 5 ans de prison. Mais le juge a réduit ma peine car je m'étais rendu à la police. Quand le juge m'a dit qu'il fallait que j'arrête de parier et que je devais aller en prison pour 27 mois, ça a été un grand soulagement. C'est bizarre à dire, mais c'était un soulagement. Je ne suis pas du genre à dénigrer les bookmakers, mais l'un des opérateurs de paris sportifs a reçu une importante amende à cause de la manière dont il s'est comporté avec moi. Ils n'ont rien fait de ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû vérifier si j'étais en capacité de payer ce que je misais. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai jamais vu un bookmaker exclure un joueur parce qu'il avait trop joué. J'ai jamais vu un joueur être contacté par un bookmaker parce qu'il avait trop joué. De la part des bookmakers, j'ai jamais rien vu de prévention. Pourtant, repérer les joueurs addicts et prévenir le jeu excessif fait partie des obligations légales des opérateurs. Tant que le parieur ne se manifeste pas, ne laisse pas de traces écrites ou par téléphone, on ne va rien faire. C'est comme ça qu'on réfléchit, c'est pas de notre responsabilité. Voilà. Nous, on essaie de créer du plaisir, du divertissement. Après, voilà, on ferme les yeux sur l'addiction ou sur la potentielle pathologie du joueur. Les entreprises de paris sportifs n'ont aucun intérêt à lutter contre l'addiction. Bien au contraire, elles s'en nourrissent. En France, elles réalisent 39% de leurs revenus grâce aux joueurs pathologiques. Il faut y ajouter la part des parieurs qualifiés de joueurs à risque. Au total, 62,8% de leur chiffre d'affaires proviennent de parieurs jugés problématiques. Un modèle économique qui se retrouve dans tous les pays d'Europe. Nous pourrions diminuer le nombre d'addicts si nous sacrifions 15% de nos bénéfices. Pendant de nombreuses années, j'ai proposé au conseil d'administration de prendre des mesures contre la dépendance au jeu. Mais j'aurais dû être plus réaliste. Je ne parlais qu'à un mur. La vérité, c'est qu'ils cherchaient une solution qui ne leur coûte rien. S'ils avaient été sincères, ils auraient changé le produit. Stuart Kenny est l'un des fondateurs du plus grand groupe au monde de jeux en ligne, Flutter. En 2016, alors que son entreprise vient de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires, il démissionne du jour au lendemain du conseil d'administration. C'était un moment crucial pour moi. J'étais vraiment au bord des larmes, car je savais que je mettais fin à un chapitre de ma vie. Cela faisait 45 ans que j'étais bookmaker. Je ne le regrette pas. La vérité, c'est que je me suis renié pendant trop longtemps. J'avais préparé une lettre que j'ai envoyée au conseil d'administration.
Comme vous le savez, j'ai soulevé le problème de l'addiction lors de chacune de nos réunions. C'est le plus grand problème auquel nous sommes confrontés et nous agissons comme des grenouilles dans de l'eau bouillante. En tant que membre le plus ancien du conseil d'administration, je dois assumer ma part de responsabilité pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je n'étais plus fier de ce que j'avais créé. En quelques jours, j'ai vendu mes parts de la société. Ensuite, j'avais le choix, parler ou me taire. Stuart Kenny est un précurseur, l'homme qui a modernisé le pari sportif. Il ouvre ses premières boutiques en Irlande, sous le nom de Paddy Power. À l'époque, les bookmakers vivent principalement des courses de chevaux. Leur image est quelque peu vieillotte. Le malicieux Mr. Kenny lance alors des campagnes de publicité qui vont marquer les esprits. J'ai toujours aimé choquer. Sur l'une de nos premières publicités, on voyait deux grands-mères qui traversaient un passage piéton. L'une d'elles poussait un déambulateur et un 4x4 leur arrivait dessus. Et nous, on demandait juste quelle grand-mère va gagner. Mais il était tout à fait clair pour tout le monde que cela voulait dire laquelle va se faire renverser. Suite à cela, une association de défense des personnes âgées a contacté tous les journaux pour attaquer notre affiche. C'était partout à la une. Nous étions ravis. C'était tout ce que nous voulions. Dad, 4-1, Mum, 4-1, kid, evens favorite. It's Dad! Oh! Paddy Power Bookmaker. Let's make things more interesting. Nous avons lancé toutes sortes de paris. Qui a tiré sur JR de Dallas? Le procès d'O.J. Simpson? Qui sera le prochain pape? Qui a tiré sur Mr. Burns des Simpsons? Il y a eu aussi le procès d'Oscar Pistorius, qui a été très controversé. Paddy Power est aujourd'hui connu sous le nom de Flutter, la société holding. Ils ont pris le contrôle de nombreux bookmakers. C'est devenu un business totalement différent. Flutter est une multinationale devenue le numéro 1 mondial du jeu d'argent. Elle s'est développée en 15-20 ans. C'est aujourd'hui un groupe d'une valeur boursière de 23 milliards d'euros, ce qui en fait une des plus grosses entreprises de la bourse de Londres. Si vous prenez Tesco, la plus grande chaîne de supermarchés de Grande-Bretagne, Flutter est encore plus gros. C'est devenu la nouvelle cigarette. Vous voyez l'énorme controverse autour de la cigarette dans les années 80-90. C'est la même chose aujourd'hui pour les jeux d'argent. The gambling industry now takes almost £15 billion every year from people in the UK. But it's the clear link between betting and mental illness which has sparked demands for urgent action to cut this addiction. Depuis 5 ans, au Royaume-Uni, des associations tentent de contrer le pouvoir grandissant des bookmakers. Pétitions, marches, interpellations publiques. Elles demandent au gouvernement davantage de protection. Cette mobilisation pousse les parlementaires à réagir. Le 4 février 2020, il convoque les dirigeants des principales multinationales du jeu. I think it would be very helpful to offer us some thoughts on what you think the benefits of the sector are for UK PLC, for consumers. We're an industry which supports and employs 107,000 people in this country. We contribute more than 14 billion to the UK economy. We make a contribution to the Treasury of £3.5 billion every year. Habitués à œuvrer dans l'ombre,
C'est la première fois que ces entreprises doivent rendre des comptes publiquement. One of the reasons that sport has become so important is because you think that is the real way you can hook people in early enough that they will then enjoy gambling for the rest of their lives. When I ran Business in Sport and Leisure from 1992, I think it was in 1997, we had a KPMG study that was done on the economics of gambling. And what it found then is that 27% of the population felt that betting on a football match when they went there was more important than watching it. Sufficient evidence for us all to accept, including all of you, that you haven't protected and kept safe all of your customers. We need to know and what you're committed to doing. So it's grateful to hear what you've done, but clearly it's not enough. Look, I'm not going to sugarcoat it with you. You know, 99% of the customers who play on our sites will lose. So, you know, if you're playing more, you're probably losing more. I'll just be very straightforward. I do think some of the gambling ones have got too aggressive, where you are incentivized to play more and more and more to get better tickets, more bonuses, etc., etc. We're working with the BGC and the 14 other operators on it, and we will be suggesting changes. On est dans un jeu où le seul gagnant, c'est l'opérateur. Si on gagne trop régulièrement, l'opérateur va mettre en place un certain nombre de pratiques pour nous empêcher de gagner. Il y a de la triche, bien sûr, il y a de la triche. Les sites veulent absolument garder les gens qui leur rapportent le plus d'argent et éliminer tous ceux qui leur en font perdre. C'est du vrai profilage qui est fait. Il y a un service qui est dédié à ça, qui sert à profiler les parieurs et à les catégoriser selon leur style de pari. On regardait comment ils jouaient, ce qu'ils jouaient, à quel moment ils jouaient. Et surtout, ce qu'on regardait, c'est sa rentabilité. Pour nous, s'il était rentable ou justement s'il était gênant parce qu'il nous faisait perdre de l'argent. En fait, on a un écran avec l'intégralité des prises de jeu de tous les parieurs en temps réel. Et les joueurs qui sont profilés, fichés, ils apparaissent dans un code couleur qui est différent. Les verts et les bleus, c'est les clients, les parieurs sans risque, ceux qui vont perdre voilà, entre 10 et 20, voire enfin 20% de ce qu'ils jouent, voire peut-être un peu plus. Voilà, c'est les clients qui ne nous font pas peur, c'est des bons clients, ils viennent sur le site et ils perdent leur argent. Et puis à côté de ça, on avait le contraire, les couleurs plutôt chaudes, où là c'était les clients à surveiller, ou les clients qu'on avait déjà désignés dangereux. Eux, c'est les sharks, c'est les catégories A, c'est ceux qui apparaissent en rouge vif chez les bookmakers. Les sharks, les requins, c'est les gens qui, en général, gagnent beaucoup d'argent au paris sportif et qui battent le bookmaker régulièrement. Nous, notre rôle, c'était quand on voyait un joueur qui ressemblait de près ou de loin à ce qu'on appelle un shark, on envoyait son identifiant de parieur au service profilage. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui vont être limitées dans leur mise, donc c'est-à-dire là où une personne lambda va pouvoir mettre 1 000 € sur un pari, lui va pouvoir mettre 100 €. Donc on le laisse jouer très peu, ou alors on l'empêche de jouer tout court, ou on lui met tous ses paris en attente. On utilise tous les moyens en la possession du site pour empêcher la personne de jouer. On est dans un domaine où on n'accepte que les perdants. Il n'y a que les perdants qui sont bienvenus. On essaie de maximiser, d'optimiser la perte de certains de nos clients. Je pense qu'en une vingtaine d'années, j'ai dû perdre au bas mot environ 3 millions d'euros. Malheureusement, j'en ai aucune limite. Moi, vous mettez 100 000 € sur le compte, je les joue en 2 minutes. Raphaël a joué pendant 4 ans sur le site français Winamax. Ce commerçant y a perdu toute valeur de l'argent.
Sur les applications, l'argent virtuel entretient cette perte de repères. Ce sont des montants qui sont à peine audibles. Mes amis proches, ma famille, évidemment, ils ne sont pas au courant. Si vous perdez de grosses sommes d'argent, vous allez recevoir un message disant « Félicitations, vous faites partie de notre programme VIP ». Début d'année 2019, donc je suis fraîchement arrivé sur Winamax. Je perds grassement déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros. Au bout d'un mois, j'ai été contacté par une personne, donc la responsable des VIP. Cette personne donc s'appelait Antoine. Accueil très chaleureux de sa part, c'était quelqu'un de très sympathique. Si j'avais la moindre question, le moindre problème, je pouvais passer par lui directement. Quand on vous appelle VIP, c'est que vous êtes un perdant. Mais on vous appelle ainsi pour que vous vous preniez pour un gagnant. Antoine me contacte et me dit « Raphaël, pour ton anniversaire, on aimerait, avec le site, te permettre d'aller voir le match de football de ton choix. » Bonjour Raphaël. Les places sont commandées. Pour Barcelone-Dortmund, ce sont 4 places VIP à 375 € l'unité, avec une vue imprenable sur le meilleur spectacle du monde. Les gros parieurs perdants, ils sont soignés, ils sont bichonnés. Ils reçoivent des billets pour un match, une bouteille de vin, une invitation pour une course de chevaux. Ils veulent aller voir un match au Parc des Princes, on leur offre des places pour aller voir un match au Parc des Princes. Ils sont fans de l'OM, on leur offre un maillot de l'OM. C'est très rentable. 2 billets ne coûtent en gros que 100 à 200 €, alors qu'ils savent que vous allez perdre 10 000 € chaque mois. En fait, on crée une expérience client unique pour que les gens se sentent privilégiés de perdre de l'argent. En gros, c'est un peu ça. Je lui avais dit plusieurs fois que j'avais des difficultés financières et qu'il me fallait stopper et que j'hésitais entre l'exclusion définitive et l'exclusion temporaire. À chaque fois, j'arrivais à être convaincu par Antoine qui me disait « fais plutôt une exclusion temporaire plutôt qu'une exclusion définitive », en me rappelant bien plusieurs fois que définitif, c'est définitif. Rebonjour Raphaël. Pour parier dans de bonnes conditions, nous venons de t'attribuer le statut VIP Diamond 5 carats. Antoine. Au départ, je faisais des virements depuis mes comptes bancaires privés. Après, avec les aléas, de temps en temps des périodes un petit peu plus compliquées, je fais un premier virement à partir d'un compte professionnel. Et là, j'ai été contacté du coup par Antoine. Winamax avait bien constaté qu'effectivement, il s'agissait d'un virement depuis un compte professionnel. Habituellement, c'était refusé, mais que bon, là, vu que c'était moi, qu'il allait être accepté, et qu'à l'avenir, si je pouvais, dans l'idéal, ne faire que des virements privés, mais que si jamais il y avait des périodes où ça n'allait pas, il laisserait quand même passer les virements depuis le compte professionnel. Donc finalement, sur 4 ans, j'ai dû pouvoir émettre entre un petit peu moins de 10 virements depuis mon compte professionnel. Contre toute attente, en octobre 2019, durant l'une de ses habituelles soirées de paris compulsifs où il mise sur plusieurs sports à la fois, Raphaël remporte le jackpot. 750 000 €. Il demande aussitôt à Winamax de retirer cet argent pour éponger ses dettes. Winamax avait 72 heures pour valider l'opération. Je reçois un premier appel de la part d'Antoine et il me dit « Raphaël, est-ce que tu es certain de vouloir récupérer cet argent ? Parce que finalement, ça te permettra de continuer de jouer sur le site avec cet argent. » Et je lui explique « Non, j'avais besoin de cet argent. » Le lendemain, Antoine me rappelle encore une fois, toujours pour savoir comment j'allais, si j'étais content d'avoir gagné. Et en fin de discussion, il me redemande « Raphaël, es-tu sûr de vouloir récupérer cet argent ?» Et il me rappelle encore le lendemain, une troisième fois, du coup. Et là, j'ai craqué. Sur les 36 heures qui ont suivi, j'ai dû effectuer 8 paris et pour, au bout de 36 heures, perdre l'intégralité de ces 750 000 €. What's the business reason to have a VIP scheme?
as in any commercial enterprise, expect a different level of service, and we're providing that. What we try to ensure is that these customers are looked after and we're acting responsibly with them. That's the key tenet of our relationship with these customers. For me, more worrying was the fact that VIP gamblers are 11 times more likely to become problem gamblers. And certainly from hearing from our problem gamblers, I felt the whole psychology of it, the whole way it was set out, was actually very predatory and actually preyed on the vulnerabilities of people. This is certainly something that we would be concerned about. Are you? Look, we share your concerns. Our own business, we've got 3 million customers. We've 100 VIPs in that business of 3 million. And they represent 1% of revenues for our business. It's not an area we focus on. It's not an area we invest in. And I also like to point out, to make it very clear, that just because you're a VIP doesn't mean you're a problem gambler. There are individuals that can afford playing at higher levels. Au départ, ça semblait une bonne idée, mais ça s'est révélé être un désastre. Cela a conduit à toutes sortes d'abus. On devrait interdire les programmes VIP et les paris gratuits. Supprimons-les. Qu'on s'en débarrasse complètement. Car je ne crois pas que l'industrie soit capable de s'autoréguler. Si je dois faire le résumé de mes soucis actuellement, il y a des contrôles fiscaux en cours, à titre privé, à titre professionnel. Il y a des dettes bancaires qui sont également en cours avec de nouveaux prêts à la consommation. Il y a quoi d'autre? Un divorce qui est en cours. Il y a probablement l'une de mes sociétés qui est partie en liquidation. On va probablement me saisir mon domicile. Peine de prison potentielle. Lorsque j'ai fait sa rencontre, ce client n'avait plus de repères financiers, à tel point que c'est moi qui l'ai intimé de s'interdire de jeu. Il a fallu le remettre un peu sur terre, lui faire comprendre que c'était pas sa faute, qu'il était entraîné dans une spirale, qu'il était encouragé là-dedans. C'est très difficile parce que c'est une victime. Et le parieur ne comprend pas que c'est une victime. Ça pourrait être qualifié d'abus de confiance. Je suis avocat à la Cour d'appel de Paris et docteur en droit, et je suis spécialiste dans le domaine des paris sportifs. Dès qu'il y a une réclamation, dès qu'il y a une contestation sur un gain ou sur le traitement qu'ils subissent, eh bien, on leur dit c'est comme ça. Quand on demande des précisions aux opérateurs, on vous dit on ne peut pas vous répondre, c'est le secret des affaires. Donc, obligatoirement, vous êtes obligé de saisir la justice pour demander à un juge déjà avoir une explication de la partie adverse. Et l'objectif des opérateurs, c'est de faire traîner en justice pour ne pas payer ce qu'ils doivent aux parieurs. Sur la dizaine de parieurs addicts défendus par Mathieu Escande, aucun n'a encore obtenu gain de cause devant la justice. Les opérateurs prennent beaucoup de liberté avec la loi parce que leur comportement est toléré par les autorités, tout simplement. Ça peut paraître étonnant, mais c'est un marché qui génère des flux financiers à plusieurs centaines de millions d'euros, voire parfois qui frôlent le milliard. Et donc, ça génère une fiscalité pour l'État français. Et mécaniquement, on laisse proliférer des actes qui peuvent être condamnables. On les tolère pour laisser le marché vivre. Officiellement, les opérateurs sont contrôlés par les autorités de régulation propres à chaque pays. Mais dans les faits, leur action est limitée par les intérêts contradictoires des États qui encaissent un pourcentage sur les sommes misées. C'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une relation qui est assez ambiguë entre un État protecteur et un État qui, via la fiscalité spécifique sur les jeux d'argent, quelque part profite aussi
de la croissance du marché. Ça rapporte grosso modo à peu près 5 milliards, 6 milliards par an à l'État, enfin à la sphère publique. Donc c'est une somme considérable. Et la difficulté du régulateur, c'est de trouver, je dirais, son autonomie par rapport à cette situation. Le but du régulateur, c'est de protéger les joueurs. Et donc de faire en sorte que la croissance du marché, qui en soi n'est pas interdite, que cette croissance du marché maintienne néanmoins le jeu dans un caractère récréatif. Donc nous, je dirais, l'aspect fiscal, c'est un élément bien sûr à prendre en compte sur l'attractivité du marché, mais ce n'est pas notre sujet principal. Notre sujet principal, c'est de faire en sorte que le joueur soit protégé, que tout ceci reste à peu près en équilibre. Alors, je reconnais que ça n'est pas simple. Se pose toujours la même question. Devons-nous accepter de mettre en danger autant de personnes pour percevoir des impôts? Ces recettes fiscales sont à mettre en parallèle avec un autre chiffre, celui du coût social de l'addiction. Selon différentes études, le jeu d'argent coûterait aux États européens 2 à 3 fois plus qu'il ne leur rapporte. Il ne faut pas voir l'addiction comme un phénomène uniquement individuel. Mais ce que les Anglais, par exemple, récemment ont démontré, c'est que pour un joueur addict, il y avait 6 personnes qui étaient impactées. Et qui étaient impactées, non pas parce qu'elles étaient malades, mais parce qu'il y avait des troubles dans la famille, il y avait des troubles à l'école, il y avait un problème de participation au cursus universitaire, etc. Donc en fait, on voit bien que l'addiction est en train de devenir un problème social. C'est un problème social, car très souvent, les personnes qui ont une addiction vont commettre des méfaits, soit pour continuer à jouer, soit pour évacuer la colère qu'ils ressentent et leurs angoisses de joueurs compulsifs. Nous constatons donc une augmentation des violences domestiques, des comportements antisociaux et des vols. Ce sont les hôpitaux, les médecins, les infirmiers qui doivent faire face aux conséquences des dommages causés par les jeux d'argent, tant sur le plan physique que mental. C'est un coût très important, mais c'est un coût caché qui est nié par l'industrie du jeu elle-même. Je m'occupe de patients souffrant de jeux pathologiques depuis une quinzaine d'années. L'évolution qu'on peut observer, c'est un rajeunissement de notre file active. Donc maintenant, il n'est pas rare de voir arriver des jeunes hommes qui ont 20, 25 ans et qui souffrent déjà de jeux d'argent pathologiques avec un certain nombre de conséquences négatives très handicapantes et qui les poussent à solliciter de l'aide. J'ai des expériences de patients qui, en l'espace de moins de 5 ans, ont développé une addiction au jeu. 5 ans, c'est assez rapide par rapport à la fois à d'autres problèmes d'addiction et puis d'autres problèmes de jeu qu'on pouvait voir antérieurement où les problèmes de jeu s'installaient plutôt sur 10-15 ans. Moi, j'ai eu envie de me faire du mal. Je me tapais sur la tête, je me tapais la tête contre les murs pour me dire que j'étais vraiment quelqu'un de pas bien, quoi. Ça vous est arrivé d'avoir des idées suicidaires? Oui. Oui? Oui. On avait mené une étude il y a plusieurs années chez les patients que nous recevions et on observait chez environ 40% d'entre eux un risque suicidaire actuel, c'est-à-dire quand on les reçoit, ils sont à risque de passage à l'acte suicidaire à un niveau plus ou moins intense. Et chez 20% d'entre eux, le fait d'avoir déjà commis une tentative de suicide dans leur vie. Dans ces moments-là, sur qui vous pouviez compter? Est-ce que vos proches étaient soutenants? Est-ce que vous pouviez leur faire part de ce que vous viviez? Non, ils n'étaient pas présents parce que je me refusais de leur en parler. Qu'est-ce qui vous a aidé finalement à arrêter après toutes ces années où le jeu a occupé autant de place? La proposition d'une curatelle. Ça a été
très bénéfique. Parce que là, on nous tient. On tient les cordons de la bourse, comme on dit. Donc la carte bancaire est très limitée. Au niveau des soins, qu'est-ce qui a été utile pour vous? Les suivis psychiatriques, notamment, médicaments, qui aident quand même à être plus présent, plus serein. Et là, malgré 2 ans d'abstinence, vous continuez à payer finalement les conséquences des dettes. Oui, puisque vous remboursez vos dettes. Et que ça va prendre encore un petit peu de temps. C'est quelque chose que vous acceptez? Oui, totalement. Donc acceptons de payer les dettes et le mal qu'on a fait. Quand on en parle avec nos patients, ils nous disent qu'ils attendent de l'État davantage de protection et qu'on leur permette réellement d'arrêter de jouer quand ils le décident. L'autorité nationale des jeux pourrait peut-être imposer des choses, mais est-ce qu'il y a une volonté politique de le faire? Il faudrait que vous interrogiez l'autorité nationale des jeux. Il y a clairement une course contre la bande. Moi, je suis assez convaincue qu'il faut renforcer la protection. Le jeu d'argent est sorti de son domaine de spécialité, voyez, très technique, etc., pour devenir un produit de consommation courante. Et c'est la difficulté pour un régulateur comme le nôtre, c'est que les outils que nous avons, je pense, ne sont pas complètement adaptés à cette nouvelle situation. Jusqu'à présent, l'État français s'est contenté essentiellement de diffuser des messages de prévention. Il faut envisager des mesures complémentaires d'encadrement de la publicité, peut-être d'encadrement des créneaux horaires de la publicité. Les Anglais ont fait quelque chose qui est très efficace, qui est le whistle-to-whistle ban, c'est-à-dire l'interdiction de la publicité pendant les matchs. Bon, est-ce que finalement, il n'est pas opportun d'avoir ce type de dispositif, voyez? Donc, il y a toute une série de propositions qui sont sur la table. Je suis sceptique quant au whistle-to-whistle ban, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un laps de temps très long. C'est 5 minutes avant le match, 5 minutes après et 15 minutes à la mi-temps. Cela ne représente que 25 minutes de publicité. Alors que si vous regardez un match, vous verrez sur les panneaux autour du terrain et dans les tribunes les noms de plusieurs sociétés de paris. Certaines études ont montré que ces logos apparaissent jusqu'à 700 fois au cours d'un match. Et c'est valable dans d'autres sports que le football, le cricket, le rugby, le billard. Seule solution, interdire aux sites de paris de financer le sport. Un défi, car ils se sont déjà infiltrés dans tous les domaines sportifs. L'industrie du jeu n'est pas le seul sponsor, mais c'est celle qui a le plus gros chèque. Elle dispose du plus gros budget en matière de publicité sportive. Du point de vue des supporters, cela permet aux clubs de recruter les meilleurs joueurs. Et du point de vue des sociétés de jeux, cela accroît la notoriété de la marque et multiplie le chiffre d'affaires. On pourrait dire que tout le monde y gagne. En quête perpétuelle de nouveaux territoires, les bookmakers ont également noyauté le sport amateur. En France, Unibet s'affiche sur les maillots de 400 petits clubs. Les jeunes sont très sensibles à ça. Et puis en fait, il est cool, notre bookmaker. Il nous offre des maillots, on peut passer des moments entre potes, des moments agréables, on fait du sport, etc. Donc voilà, c'est une stratégie marketing qui permet de se sentir proche des joueurs et surtout où les clients se sentent proches de l'opérateur.
Les entreprises du jeu dépensent beaucoup d'argent dans le football car il y a plus d'1 milliard de supporters dans le monde. Cela leur donne une telle visibilité. Le meilleur exemple, c'est la Première Ligue anglaise, qui est le championnat le plus populaire au monde. Vous pouvez aller dans n'importe quel bar au fin fond de la Zambie, à Shanghai ou à Rio de Janeiro, vous trouverez toujours des gens qui regardent la Première Ligue. Une publicité sur le maillot des joueurs sera vue par des centaines de millions de personnes. C'est vraiment le meilleur espace publicitaire au monde. Pour la saison 2022-2023, sur les 20 clubs de la Première Ligue anglaise, 9 ont des maillots siglés du nom d'une entreprise de jeu. Sur les 5 grands championnats européens, celui de la France compte le plus grand nombre d'équipes dont la tenue est siglée du logo d'un opérateur de paris. 11 clubs sur les 20 de la Ligue 1. En Allemagne, une seule équipe de la Bundesliga est concernée. Quant à l'Italie depuis 2019 et l'Espagne depuis 2021, elles interdisent ce sponsoring maillot. En octobre 2021, l'Espagne a adopté une série de mesures pour contrer l'emprise des bookmakers. Cette réforme est connue sous le nom de décret Garzón, du nom du ministre de la Consommation qui l'a initié. El Real Decreto que va a restringir de manera extraordinaria la publicidad de los juegos de azar y de apuestas en cualquier soporte publicitario. Y esto, como decía el presidente con mucho acierto, es el resultado, sobre todo, de la pelea permanente de la sociedad civil y asociaciones como las vuestras. Ça a été une victoire. Au moins ici, nous avons légiféré. Je m'appelle Silvia González. Je me bats depuis 10 ans dans des associations pour réclamer de meilleures conditions de vie dans les quartiers populaires. En 2018, à Madrid, nous avons vu apparaître dans les quartiers comme le nôtre de plus en plus de boutiques de paris sportifs. Des poissonneries, des boucheries, des cinémas fermaient et ces établissements ouvraient à leur place. À l'époque, il n'y a pas eu de grande résistance. Cela n'intéressait personne. Ces boutiques appartiennent au même groupe que les plateformes de paris sportifs. Elles se rendent ainsi incontournables dans le paysage urbain. Elles ont toujours été placées dans les zones les plus pauvres. Et ce phénomène s'est accentué. Avant, on disait qu'il fallait ouvrir une boutique de paris à côté d'un bar. On en a ouvert près des bars et des arrêts de bus. Ensuite, on a ciblé les distributeurs de billets car les clients avaient plus d'argent en poche. Et donc, on pouvait en récupérer plus. Il n'y avait pas de réglementation spécifique pour les boutiques de paris, car c'était un phénomène nouveau. L'administration nous a expliqué qu'il n'y avait aucun recensement de ces boutiques. Avec toutes les associations de quartier de Madrid, nous avons cherché nous-mêmes où elles se situaient, à quel moment elles sont apparues, et si elles étaient proches d'établissements scolaires. Nous avons fait ce que les autorités n'ont pas fait et ne voulaient pas faire, car c'était difficile. À Madrid, nous avons découvert qu'un quart de ces boutiques se trouvaient à moins de 100 ou 150 mètres d'établissements scolaires. Notre étude a permis au pouvoir public de travailler sur la distance à respecter par rapport aux centres scolaires et sur la façon de réglementer la publicité. El Ministerio de Consumo además ha endurecido el decreto de la ley del juego para poner más difícil la publicidad de las casas de apuestas. El nuevo texto prohíbe la promoción de las apuestas en el deporte y eso llega hasta las camisetas del fútbol y el patrocinio de deportistas.
También limita los anuncios del sector en televisión a la madrugada y elimina los bonos para captar clientes con especiales restricciones en el caso de los menores. Il a été difficile de réglementer le secteur. Ça a été fait de manière courageuse, car il s'agissait aussi de s'attaquer aux liens avec le sport, avec les grandes figures sportives et avec les personnalités des médias. Il fallait interdire tout ça. Moi, je pense qu'une interdiction totale n'est pas la bonne idée. On perd quand même de la manne financière au bénéfice du sport. Donc, vu l'état du mouvement sportif, la situation économique du mouvement sportif, c'est quand même pas évident. It's got to a point where it needs reeling in, you know. I mean, football clubs and people are saying, well, we can't survive without betting money, but there's a lot of clubs who can, and I think it's a bad business model if you've got to rely on betting. Arguably, he was England's best ever goalkeeper, but secretly he had a serious gambling addiction. Peter Shilton now admits he lost millions, and since recovering with the help of his wife Steph, he now campaigns for stronger regulation. Je n'arrêtais pas de lire dans les journaux des histoires de jeunes garçons qui s'étaient suicidés. Et je répétais à Peter, « Oh mon Dieu, tu pourrais avoir un tel impact. » Donc nous sommes allés à la télévision et nous avons raconté notre histoire. Nous avons donné une centaine d'interviews. On a commencé à en parler beaucoup plus et à l'exposer au grand jour, ce qui était nécessaire. La première fois où nous sommes allés au Parlement, j'ai dit « Pourquoi le ministère de la Santé n'est-il pas impliqué? C'est une question de santé publique. » 18 mois plus tard, le ministère a publié un rapport. Nous avons ainsi déclenché une discussion très dure et très franche. L'industrie a besoin d'un changement radical, et cela doit venir des gouvernements. Je trouve que cela ne semble pas venir pour le moment. Je suis très sceptique à cause de la situation financière actuelle. Face à l'inertie du gouvernement, en mars 2022, sportifs, parlementaires et associations se sont réunis à Westminster pour réclamer un durcissement urgent de la législation. Money in the industry is talking. Oh no, we can't lose the revenue from that. They get that revenue from addicts, people who can't afford to lose it. So why on earth are we not doing? Why are the government and politicians not doing anything about it? I'll tell you why, because most of them are getting backhanders, most of them are getting freebies, and the government think, oh, well, you know, we'll smooth that one over. You can't smooth this over. This is the time and the place now to make a difference. I remember a chief executive of one of the gambling companies telling Ian Duncan Smith and I that the reason why they didn't want to stop credit cards is they could track dangerous play. No, it meant that they could suck more blood out of the one stone on more cards. This isn't an industry that cares about you. This is an industry that cares about profits. And this isn't an industry which is slagging me off on IDS and Ronnie and anyone else who happens to speak up, Matt, Saab, all of us. It's not slagging us off because we are wrong. They're slagging us off because they're right. Le grand public en a marre de l'industrie du jeu. Au Parlement, nous essayons de la défier. Mais c'est une bataille difficile. Son lobby est très agressif. On s'en rend compte lors des débats au Parlement, quand certains hommes politiques liés au lobby défendent l'industrie jusqu'à l'extrême. Ils traitent leurs opposants de puritains, d'anti-jeux, d'ultra-religieux. Rien de cela n'est vrai.
Je ne suis pas anti-jeu, je ne suis pas ultra-religieuse, je ne suis pas puritaine. Je suis simplement quelqu'un qui voit les dégâts causés par le jeu et qui veut aider les gens à s'en sortir. En tant que députés, nous pouvons ouvrir les portes, mais nous devons passer par les voies officielles. Eux sont capables de court-circuiter tout cela. Et leurs arguments portent toujours sur les recettes fiscales du jeu apportées au pays, sans prendre en compte le coût réel de la dépendance. When we do prohibition and we significantly reduce the experience of the product, and then that's when you push players offshore. And we also have to be mindful that if we make any regulation too what's the right word? Inflexible, then we have that very real channeling risk of just pushing people into offshore sites. So we absolutely recognise the issues at large here. It's just we need to just be careful of unintended consequences of various things. J'utilisais cet argument tout le temps. À chaque fois que je voulais faire baisser les taxes sur les paris en Irlande, j'expliquais qu'il y aurait une fuite vers le marché noir. Allez-vous donner vos coordonnées bancaires à un opérateur du marché noir? C'est un formidable argument. Le marché noir, mais c'est de la foutaise. May I thank you all very much indeed. May I ask the committee to stay behind for a moment, but that concludes the public session, and thank you very much indeed. Je suis pessimiste sur ce que pourrait faire le gouvernement. Il est tellement soucieux de remplir les caisses de l'État qu'il ne voudra pas contrarier l'industrie. Aujourd'hui, au Royaume-Uni comme en France, les entreprises de paris sportifs n'ont aucune restriction, ni sur la publicité, ni sur les paris gratuits, ni sur les programmes VIP, ni sur le sponsoring. L'Allemagne, quant à elle, a tenté d'imposer des garde-fous. Avant d'ouvrir le marché en 2021, les décideurs politiques ont voulu limiter les dépôts d'argent sur les sites à 1 000 € par mois. Évidemment, les opérateurs de paris se sont livrés à un lobbying massif. La défaite était programmée d'avance. Cette offensive de l'industrie du jeu a notamment été orchestrée depuis Bruxelles par leur lobbyiste, Martin Eiger. Il a rédigé cette lettre envoyée aux dirigeants des lenders. Du point de vue de la protection des joueurs, les limites fixées par les clients eux-mêmes sont beaucoup plus efficaces que les restrictions imposées par la loi. Une limitation priverait les consommateurs de la liberté de décider eux-mêmes de leurs dépenses en matière de jeux d'argent. Aujourd'hui, la limite de 1 000 € est bien inscrite dans la loi. Mais malheureusement, il existe la possibilité pour les opérateurs d'obtenir des dérogations et d'augmenter ce montant. Il est désormais possible d'aller jusqu'à 30 000 € par mois. Cela a échoué tout simplement parce que nous étions trop peu nombreux à faire front. Face aux atermoiements des États, la résistance s'organise au niveau local. Les gens sont passionnés par leur équipe locale. Ils s'expriment à travers leur club, ils y croient et se mobilisent pour lui. Je m'appelle John Peel. Je suis l'un des 9 directeurs du club de Lewes. Il y a quelques années, une société de paris sportifs nous a contactés pour apparaître sur nos maillots. C'était le plus gros parrainage qu'on nous ait jamais proposé.
34 000 euros. Nous avons refusé, car les enfants considèrent ces footballeurs comme des héros. Ils leur demandent des autographes. S'ils associent leur héros à ce genre de sponsor, cela les banalisera. Le football s'est définitivement perdu avec le jeu d'argent. Les clubs ont oublié qu'ils font partie du patrimoine de leur communauté. En France, les dangers des paris sportifs ne font toujours pas débat dans l'opinion publique. Seules quelques voix tentent de se faire entendre. J'ai très vite compris que c'était extrêmement grave. Quand bien même le pari sportif c'est légal sur les majeurs, il y a une histoire de moralité. Mais lui, quand il s'en rend compte, il a moyen de prendre des millions et des millions d'euros. C'est un moment où toutes les agences acceptent, et les contrats qu'ils acceptent, c'est des millions d'euros. Et c'est à partir de nous, de ce moment-là, où on s'est dit, au-delà même de refuser, il faut qu'on avertisse les gens par rapport à tout ce qui se passe. Pourtant, c'était écrit en gros depuis le début. Jouer comporte des risques. Ce que j'ai pas vu venir, c'était l'addiction. Parce que mes 2 premiers paris étaient gagnants. Et bien plus que gagnants. Sauf que moi, j'ai pas su m'arrêter. Bonjour, huissier de justice, ouvrir s'il vous plaît. Avec du recul, si j'avais quelque chose à vous dire, ce serait de ne pas oublier que le sport avant tout, c'est un plaisir. Vous savez, cette joie qu'on ressentait lorsqu'on driblait, lorsqu'on tirait au but. On y joue aussi avec des amis. Et peu importe l'issue finale, on pouvait gagner comme perdre. L'important, c'était de s'amuser.